On part sur un petit bushcraft? Ouais, un petit bushcraft. On part sur un petit bushcraft. Allez, c'est parti. Ah, on va passer un petit coup de mat pour enlever la calamine de trempe. Là, je vais polir ici, là, en dessous de l'émouture, pour enlever les traces là, de martelage d'avant. C'est vraiment une petite retouche. On part sur quel bois? C'est de l'olivier, du très bel olivier. Là, je vais le planer à la bande, qui est quasiment neuve, pour pas que ça brûle. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté, il est. C'est toute beauté. Ouais, bah en fait là, ça gondole un peu quand on le coupe à la scie. Il peut y avoir des petites imperfections. Donc là, c'est pour vraiment que ce soit très plat. Quand on va le monter en fait sur soi, là, entre les deux, ça plaque parfaitement entre la lame et les plaquettes. Quoi. Ah oui, c'est pour l'aplanir. C'est ça. Là, on va faire quoi? On va faire le perçage du manche. Ça se passe là-bas? Ouais. Tout à fait. Là où c'est sombre? Ouais. Merde. Ça c'est pour marquer en fait le côté qui va contre la soie du couteau. C'est pour me repérer en fait au cas où j'échange. C'est par précaution quoi. Ok. Et le traçage à côté là c'est quand je vais arriver au backstand, je vais détourer d'abord en fait, je vais m'avancer le travail en enlevant un peu de matière pour le mettre après, pour le fixer après sur la soie quoi. Ça on verra ça tout à l'heure. Mais là il y a un trou ici là que je vais percer dans le manche qui fait pour passer une dragonne. Parce que souvent les gens dans le bushcraft ou dans le couteau de camp aiment bien avoir une dragonne autour du poignet pour pas échapper le couteau. Donc c'est quand même assez important d'en faire un pour les gens qui veulent avoir la possibilité de mettre une dragonne. Une dragonne qui crache du feu? Je fais juste l'empreinte, ça va être moins galère de percer juste avec l'empreinte. Donc là, je vais faire le détourage des cotes, donc déjà, enfin des plaquettes, donc déjà seul comme ça au backstand, et après je vais assembler les deux avec les faux rivets en montage à blanc, ce qu'on appelle plus ou moins, pour approcher vraiment la plaquette de la soie du couteau. Et après je vais faire les devants aussi. Voilà, j'ai mes deux cotes qui sont pré-détourées. Ouais. Donc maintenant je vais les monter sur le couteau avec les petits rivets. Hop. Voilà. Bon, du coup là, avec le tracé que j'avais fait avant, ça laisse un peu de marge, mais bon c'est pour au cas où. Et là je vais travailler vraiment tout d'un bloc pour mettre à fleur partout. Ce qu'on appelle le détourage. Là je vais faire mon devant de cote, mon haut de cote. Il est un petit peu trop haut et surtout les deux sont pas les mêmes. Donc là je vais reprendre les deux juste ensemble. Ok, tu vas égaliser quoi? C'est ça, je vais égaliser, faire les devants et après je vais faire les pans sur les côtés. Parce qu'on fait toujours des pans, si on laisse droit c'est un peu moche quoi. Nickel. Nickel? Nickel. Là je vais faire le pan maintenant. Donc Ok. là je vais travailler sur le côté. Donc ce que tu appelles le pan, c'est une espèce de forme en pointe. C'est ça, ouais. Bah, c'est le biseau en fait qu'on fait des deux côtés pour pas que ça accroche au doigt. Et après, là, on va le polir après. Ah, d'accord. Donc là, t'as fait quoi? J'ai tout poli.
D'accord. Je vais enfiler les clous comme ça en fait. J'aime bien faire de cette manière-là. Normalement, si tout est bien préparé, tout passe correctement dedans. Donc après, je recoupe ici. Hop. Là, je vais faire le façonnage. Je vais le mettre comme ça sur la bande. Et je vais d'abord commencer par faire des pans sur chaque face. Voilà. Et après, je vais arrondir en faisant ce geste-là. Là c'est du pré-façonnage quoi. Donc c'est déjà pas mal avancé mais c'est assez grossier. Je vais passer à une bande beaucoup plus fine pour travailler toujours un petit peu sur la roue de contact et après travailler sur le mou de la bande, comment on appelle ça, ici là. Qui permet en fait, quand on tourne, d'englober un peu le couteau. Ça épouse plus la forme du manche que sur une surface qui est dure. Avant de passer sur le manche, je vais repasser aussi tout le long sur la lame pour à chaque fois faire des rayures de plus en plus fines jusqu'au polissage. Pareil, ça fait presque comme si le manche était presque poli déjà. Là je vais repasser un petit coup de bande fine. Donc là on était au 120, maintenant je vais passer au 320. Ok. Sur tout le tour du couteau. Ouais. Voilà. Ensuite ce sera, ce sera la dernière finition à la bande. Après je vais retoucher le manche à la main au papier. Et ensuite on va polir le manche. Et à la fin polir aussi l'acier. On polit tout quoi. On polit tout mais séparément après. Donc ça, pourquoi tu le fais à la main et pas à la machine, cette étape-là? Bah, ça me permet de contrôler un peu mieux, je peux voir s'il y a des petites rayures qui restent et plus sélectivement polir, enfin polir poncer. Donc je trouve ça un peu plus pratique après. C'est plus précis à la main là? Je suis plus précis, mais après c'est juste que je pourrais le faire, toujours au backstand avec une bande plus fine, mais je préfère le faire à la main, en fait, j'aime bien. Ok. Mais c'est vrai qu'après c'est plus sélectif. Donc là tu fais quoi? Je passe un petit coup de paille de fer, 000. Ça permet de poncer encore un peu plus fin. Et puis c'est pareil, dès l'instant il y a une petite rayure, un petit défaut, ça le révèle tout de suite. Ça c'est ce qu'on appelle une frotte ventilée, donc c'est des disques de coton cousus et ventilés, sur lesquels on va mettre une pâte à polir assez grossière dans un premier temps pour polir vraiment le bois, quoi. Là c'est poli, complètement. C'est pas encore brillant. Après il y a une dernière étape de polissage tout à la fin, où je vais passer un coup de frotte ventilé aussi, mais beaucoup plus fine, avec une pâte à polir beaucoup plus fine qui fera vraiment briller le bois. Je vais chasser les 3 rivets pour enlever les cotes et polir séparément l'acier du couteau, tout le dos en fait, tout le tour du couteau. Parce qu'en fait si on polit tout en même temps, on peut noircir un peu le bois. Donc je fais ça séparément. Je prends un chasse-clou.
qui chasse des clous. Ce petit outil, ça s'appelle un chasse-clou. C'est ça. Chasse-clou, chasse-goupille. Là, j'enlève avec la pince le rivet. Et puis je recommence. Hop. Hop. On est bien peu de choses. Là, je vais polir au feutre tout le tour du couteau, qui est déjà une finition 320 à la bande. Je vais finir de polir ça. On part là-dessus. Faire la finition de la lame sur tout le tour avec ce qu'on appelle un Scotch-Brite qui va donner vraiment la finition mat en travers pour ici et en long là. C'est ce qu'on appelle un polissage mat. Ou satiné, c'est une sorte voilà, entre mat et brillant, c'est un peu un mix des deux et c'est très joli. C'est très joli. Donc là, on part sur sur l'affûtage. On commence par faire un biseau de chaque côté. Donc là j'ai fait un biseau, je suis à peu près à tranchant partout. Et là je vais commencer en fait à arrondir, à faire ce mouvement là, pour casser ce biseau là, afin d'avoir un tranchant qui soit un peu plus coupant et à la fois plus résistant. Je sais pas si on le voit, mais là il n'y a plus cette arête du départ, il y a plus ce biseau qu'on aurait pu laisser comme ça, hein, c'est très bien aussi. Mais là on voit qu'il y a une sorte de petit bombé un peu tout le long. Après il vaut mieux laisser la pointe assez résistante, donc la pointe elle a un angle d'affûtage qui est assez comme ça. Ça permet d'être quand même plus résistante si on pique dans quelque chose, sinon si elle est trop fine elle va casser ou tordre. Ici on a un angle d'attaque qui est assez important, donc quand on va mettre le doigt dedans, on peut se couper, il faut faire attention. Donc généralement dans la coutellerie on va casser légèrement cet endroit. Juste comme ça, pour faire quelque chose d'un peu plus sécurité. Après, bon, on peut insister un petit peu. Je fais un arrondi en fait un peu. Un petit arrondi, ouais. C'est pour éviter que ça fasse trop mal. Après, quand on sait servir un couteau. C'est ce qu'on appelle un bubble dans la coutellerie. Un bubble? Un bubble. C'est du nylon compressé avec un abrasif si je me trompe pas. Et là, ça va juste permettre de finir un petit peu l'affûtage pour arrondir un peu plus, pour bomber un peu plus, et aussi casser. Là sur le dos, ça fait des lignes qui sont pas coupantes mais presque. Donc on peut aussi se blesser, donc on va passer un petit coup en travers, comme ça, pour casser l'arête. C'est nickel! Là, avec l'affûtage, on va faire sortir ce qu'on appelle le morphile. Ça fait comme une espèce de fil denté là. C'est des petites particules d'acier qui s'enlèvent. Et donc avec la frotte ici, on va enlever les particules pour vraiment mettre le tranchant à nu. Et là, ça va couper beaucoup. Ça va couper là? Genre beaucoup. Petit test de coupe dans les poils. Donc tu fais esthéticienne aussi? Ouais, j'aime bien. Là c'est la finition de la lame en fait. Dernière étape de la lame, mais pas du couteau.
Voilà. Donc là, montage final. Je vais mettre les vrais rivets cette fois dans le couteau. Ok. Hop. On va faire le rivetage final, donc le molletonnage de chaque rivet, avec la petite emplumette. Où du coup il y a des trous, ce qu'on appelle des trous à molleton, c'est là, dans lequel on va mettre le rivet, qui permettent de créer la demi-sphère un peu plus facilement que juste au marteau. C'est de la patience le rivetage. Oui, surtout de la précision en fait. Il faut éviter de taper sur le bois. Et si on le fout mal et qu'on va un petit peu trop fort, bah, le bois peut fendre ou casser. Et il faut tout recommencer. Pas mal. Là on devrait voir un petit peu tous les coups de marteau. Je sais pas si tu le vois avec eux. Franchement, celui-ci là, franchement, Attends. il y a une quantité de coups de marteau, il est vraiment très joli. Ouais, on voit bien, je sais pas combien il y a de coups de marteau dessus, de différentes facettes, mais il y en a un paquet, on dirait une balle de golf en fait, c'est rigolo. Donc t'as fini les molletons. J'ai fini les molletons sur l'enclume au marteau, et là avec la frotte ventilée qui est montée ici, je vais supprimer les petites facettes pour rendre la surface brillante. Et donc la polie. C'est parti alors. C'est parti. Donc là tu vas frotter. Ouais, enfin je vais frotter, je vais passer un coup de frotte quoi. On appelle pas ça frotter quoi. Là c'est une finition avec une pâte à polir très fine, donc ça polit encore plus, ça fait briller beaucoup l'acier, l'acier on le remarque tout de suite, et le bois pareil, ça fait un effet qu'on appelle glacé, D'accord. qui vient vraiment terminer le couteau. Et c'est complètement naturel, il n'y a aucun produit, qui vient colorer le bois ou le faire briller quoi, c'est du poli naturel. Il n'y a pas de vernis. Le couteau est terminé, il ne reste plus qu'à le nettoyer. Je vais commencer par couper du bois vert, des petites branches pour voir comment ça coupe. Ça coupe bien. J'écorce juste sur du bois vert, c'est pas très compliqué, ni très dur. Donc ça coupe quand même bien. Il y a des petits nœuds. Je fais une pointe, je regarde un petit peu. Pas une petite section mais.
Alors ça c'est le pire des bois, c'est du bois qui a séché dehors, qui est très dur et qui a tendance à coincer beaucoup les couteaux, donc c'est un peu le pire des cas de figure. On va voir ce que ça donne quand on taille une pointe. Le couteau a un tranchant très fin, du coup il rentre très bien dans le bois, et ça peut avoir tendance un petit peu à se coincer, donc il ne faut pas être trop gourmand quand on en coupe. Donc ça coupe quand même très bien. Est-ce que c'est encore à se voir? On va voir. C'est toujours à se voir. Ça n'a rien fait au tranchant. Conclusion. C'est super. Belle pointe. Hein. Donc c'est vraiment un couteau à vocation d'extérieur. Donc c'est un couteau de camp, c'est un couteau de bushcraft, donc qui a destination particulière du bois. La lame est en 4 mm qui est faite pour résister un peu au choc. Voilà, ça permet d'avoir une bonne solidité. Au niveau de l'acier, c'est du 14C28N, donc c'est un acier suédois de chez Sandvik, du très haut de gamme. Ensuite au niveau du manche, bah là j'ai opté pour de l'olivier qui est très beau, c'est pour le côté visuel et c'est un bois qui se patine bien dans le temps. Donc l'utilisation avec les mains, même un peu humide, dans les bois, ça va très bien comme bois. C'est assez résistant. Donc, le couteau est livré avec un étui cuir cousu main, donc de très belle facture. En France ou pas? Fait en France par un artisan. Oui, donc c'est un couteau qui est vraiment très polyvalent. Comme je disais, l'épaisseur est de 4 mm, mais on a une émouture vraiment très fine. Donc ça permet par exemple de manger, et ça permet aussi bien de tailler du bois, justement vu le traitement thermique qu'on a abordé avant. C'est un couteau qui a une très grande résistance, on va dire, à la taille, au choc aussi. Mais ça peut rester un couteau classique qu'on peut même utiliser en cuisine, même si sa vocation est avant tout extérieure, c'est pour ça que je l'ai conçu. Donc là on est sur un bois qui s'appelle le bois de fer, qui vient d'Arizona, donc c'est de la loupe d'ailleurs, c'est un bois exceptionnel et très rare. C'est un bois qui a beaucoup de profondeur, il y a des parties qui sont très claires, quasiment jaunes, et d'autres qui sont beaucoup plus noires. C'est un bois qui fait assez penser au damas qu'on voit sur les lames dans la coutellerie d'art. Ne me regardez pas, ne me regardez Pas? Ok, vous êtes caméraman. Spécial dédicace à Greg. Ah, je crois que c'était à Marlène, moi. Ah oui, à Marlène. And the sky